J'ai toujours des frissons quand je vois cette photo-là. Cette photo-là, on va encore me dire, ah, tu es encore là avec Mbappé, tu es encore là avec tu nous parles toujours de la finale, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, pour moi, le football qui est intéressant, c'est le football des nations. Je dois avouer que les années 2010 ont été un peu, on va dire, très problématiques pour moi. On va dire les années 2010 ont été très problématiques. À partir de 2010, ça a été très problématique pour moi, fan de foot, parce que je me suis rendu compte que le football des nations n'avait plus la même aura un peu sur les nouveaux fans de foot, en fait. C'est-à-dire, le football des nations devenait déjà de plus désuet. Tu vois un peu les gens, par exemple, un truc qui m'a marqué l'autre jour, je disais, ah, tu sais qui a gagné l'Euro 2012? Il y avait des gens qui ont du mal à dire que c'est l'Espagne qui a gagné l'Euro 2012. Parce que le football des nations ne plaisait plus à une certaine partie du public, au nouveau public de football, baigné dans le football moderne. Le football des nations a perdu beaucoup de sa valeur pendant cette décennie-là. Ces dernières décennies-là, des années 2010, le football des nations avait perdu de sa valeur. On s'en foutait complètement des équipes nationales. Regardez même aussi par rapport à ça, les vainqueurs de Ballon d'Or. Les vainqueurs de Ballon d'Or n'étaient plus déterminés par les Coupes du Monde. C'était déterminé par les performances en Ligue des Champions ou en championnat, les performances sur la saison régulière. Chaque fois qu'il y avait un pays, je vais prendre juste un exemple tout bête, euh, tous les vainqueurs des ballons d'or derniers là, étaient toujours marqués par leur performance en Ligue des Champions. Très peu par leur performance dans, par exemple, une compétition internationale. Un mec comme par exemple en 2012, quand je vois par exemple le ballon d'or qu'on a donné à Messi, je me disais, ah, c'était peut-être intéressant de donner le ballon d'or là cette année-là à Iniesta. Ballon d'or 2010 qui aurait été donné à Snyder, on l'a donné à Messi. Le ballon d'or 2014, j'aurais trouvé que ça serait intéressant de le donner à un mec comme soit Thomas Müller, soit Manuel Neuer. J'aurais trouvé ça intéressant qu'on les donne de ballon d'or l'année-là. 2016, on a donné à Cristiano Ronaldo pour le Portugal, lui, ça avait du sens. 2018, on l'a donné à Modric, je trouve que c'était intéressant qu'on donne ça à Modric. Par rapport à Cristiano Ronaldo ou je ne sais pas quoi là, et le fait qu'on donne à Modric qui a été en finale de la Coupe du Monde après avoir fait la belle saison qu'il a fait avec le Real Madrid, je trouve que c'était bien. Ça ramenait quelque chose un peu d'intéressant. Et maintenant, avec cette fabuleuse finale légendaire, épique, monumentale qu'on a vécue en décembre de l'année passée, ça fait déjà 1 an que cette finale existe et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que cette finale-là restera dans la légende de ce sport. Elle place, elle fait, cette finale-là a rendu les deux gars que vous voyez sur la photo-là. Ils sont entrés vous avez me dit Messi est déjà dans le foot, mais ça a fait que Messi soit encore. C'est la plus belle chose qui est arrivée à Messi, là, cette finale-là. C'est la plus belle chose qui est arrivée à Kylian Mbappé dans sa carrière. Pour l'instant, il ne la voit pas, il voit toujours ça comme une grosse déception. Mais quand il aura 40 ans, mais quand il aura 45 ans, il reviendra en regardant ça. Il va dire c'était le plus beau moment de ma vie, même si tu as perdu. Je me rappelle toujours cette interview de Michel Platini et tout, à l'époque où il fêtait ses 50 ans. C'était un documentaire 50 ans, sur les 50 ans de Platini. C'était en 2005, je ne pourrais jamais oublier cette interview. Fabuleux mini-documentaire. Hein. Je ne sais pas si je peux le retrouver même encore là, sur Internet, s'il y en a. Il racontait toujours que le meilleur moment de sa vie, le meilleur moment, comment dire, footballistique de sa vie, ah, c'est pas la victoire en 85 avec la Juve, ou même la victoire en 84. C'est la victoire en 82. Il a dit c'est le match de 82 là. Et Dieu,
Philippe Doucet le regardait, c'était Philippe Doucet qui faisait, il le regardait un peu avec un air très surpris. Il dit, quand on a fait 82, la demi-finale contre l'Allemagne, il dit oui, oui, c'est le meilleur moment, mais c'est le meilleur moment footballistique que j'ai vécu. Il dit, mais pourquoi? Vous avez perdu? Il dit, non, je suis passé par toutes les émotions. Du 3-1 à la victoire, à la défaite, je n'ai jamais ressenti une émotion aussi forte que dans ce match-là. Et c'est le meilleur moment de ma vie. Le meilleur moment de ma carrière de footballeur. Jusqu'à aujourd'hui, je suis entré dans la légende même grâce à ça. Tu parles à Gires, tu parles à Tigana, tu les parles. Quel est le meilleur? Il dit 82. Il dit c'est le meilleur. Beaucoup plus même aussi que le match de 86, hein, qui est aussi légendaire, hein, le match contre le Brésil qui gagne en 86. Hein. C'est la même chose qui s'est passé là. Et pourquoi je parle de ça? Pourquoi je reviens sur ça? Parce que vous voyez mon objectif, je dis, je veux toujours remettre au centre des choses le football des nations qui a perdu de sa valeur pendant le truc. Et cette finale-là a peut-être permis de remettre au goût du jour les footballs des nations. Grâce à cette fabuleuse finale et ce fabuleux rebondissement, qui n'était pas forcément une finale belle par le jeu, mais qui a été une finale belle par l'émotion, les rebondissements qu'il y a eu, et que ces deux acteurs-là ont participé énormément à ce scénario de dingue. Ça permet peut-être à faire une résurrection du football des nations. J'ai l'impression qu'il y a une résurrection du football des nations. Avec l'entrée de la Super League là, qui vient là, qui va complètement pousser le délire du football moderne dans quelque chose que je trouvais dégoûtant. Ah, vous vous rappelez, les gens mes proches qui étaient là en train de me dire, oui, pourquoi tu supportes Platini et ses idées vieilles, oh oui, tu es toujours là avec ton côté un peu pro football d'avant, pro football avant l'arrêt Bosman, blablabla, blablabla. Oh, toi, Jean-Jacques, tu es toujours dans tes délits de tradition. Vous voyez maintenant pourquoi je le disais? Regardez la Super League maintenant. Regardez les délires qu'on est en train de faire depuis que Platini n'est plus là. Ce sport est en train de mourir sous nos yeux par cause des conneries et de cette américanisation du foot. Maintenant, on va créer une ligue. Bientôt, on aura les All-Stars. Bientôt, on aura les All-Stars de la Ligue des Champions. Bientôt, avec la Super League, là, ça va devenir une truc de NBA. Et bientôt, il y aura les playoffs. Dans cette Super League et dans les playoffs, il y aura les All-Stars. J'aime le basket, hein. Je ne veux pas faire comme si je n'aime pas le basket. J'aime le basket américain. Et j'aime le basket même. J'aime même, au-delà même du truc, ça, je veux même un peu, j'aime le basket. C'est-à-dire le basket en général, qu'il soit européen, africain ou américain. J'adore un gars comme Drazen Petrovic, comme j'adore Isaiah Thomas. Bon, ça c'est un autre débat, je vais en parler un autre jour, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est ça que cette finale peut-être a sauvé le football des nations. Cette Coupe du Monde a été une belle Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde 2022, les matchs étaient très beaux. Il y avait de très beaux matchs. J'aurais dit aussi un peu la Coupe du Monde de 2018 n'était pas mal. La Coupe du Monde 2014 avait été un peu mitigée. Celle de 2010 avait été horrible. Même si l'Espagne produisait du beau jeu, elle a été très ennuyeuse, cette Coupe du Monde 2010. La Coupe du Monde 2006 c'était fantastique. Fantastique, c'était pour moi la dernière grande Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2006. Et la Coupe du Monde 2022, je pense qu'on va la regarder pas seulement pour la finale, mais pour la qualité footballistique était très très bonne à la Coupe du Monde 2022. Peut-être parce que comme ça se jouait en décembre et que les joueurs étaient encore frais physiquement, ça a peut-être joué sur ça. Le fait que la Coupe du Monde ait lieu en décembre et que les joueurs sont très 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 frais physiquement, ça a donné quelque chose de forcément positif sur les matchs. Parce que généralement, quand les matchs sont en juin, après une longue saison éreintante, d'une soixantaine de matchs par saison, je pense que souvent c'est compliqué après pour les mecs qui viennent un peu jouer en Coupe du Monde où c'est un peu, il faut un peu tirer la langue pour arriver là. Mais là, ils étaient frais, ils étaient trucs. Mais c'était fantastique. Ce que j'ai vu là, le scénario de ce match, le truc de ce match.
la postérité dans laquelle Messi est entré, la postérité dans laquelle Mbappé est entré, euh, cette équipe c'est peut-être le match qui a sauvé le football des nations. Et j'ai l'impression que pour que le football ne meure pas dans les délires de super de trucs, il faudrait que les observateurs du football, les fans de football recommencent à mettre le football de nation au centre vraiment de l'intérêt des trucs. La Ligue des Champions, vous avez tellement abusé, regardez là on est maintenant avec la Super League. C'est ça. Les gars ont suivi que vous aimez toujours regarder vos Real Madrid, vos PSG, vos bullshit là. Ils ont dit non, on va commencer alors à créer une Super League alors. Tout ce qu'on n'aime pas dans le foot. Alors que le foot, c'était l'incertitude, c'est le fait, ce qui a fait le charme de ce sport, c'est justement se dire que peut-être, hey, peut-être un match comme ça, tu peux voir Real Madrid perdre contre Copenhague et voir des émergences de clubs différents, un peu d'autres pays. C'est ce que, justement, Platini essayait de trucs en mettant en avant peut-être même des pays un peu comme le Danemark, comme beaucoup d'autres pays qui avaient accès à la Ligue des Champions grâce à sa présidence. C'était ça son objectif et je trouvais que c'était fabuleux ce qu'il faisait là. L'élitisme là que je vois est un élitisme dangereux pour le football. Et si on veut revenir à quelque chose d'intéressant, je pense que le football, remettre au centre de l'intérêt le football des nations, pourrait ramener le football à l'essence même de la tradition du football. Parce que ce qui a fait le charme de ce sport, ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, c'est les Coupes d'Europe, les Copa América, les Coupes d'Afrique. Le football des nations te place dans une dimension planétaire. Parce que là, c'est le monde qui te regarde. Ce n'est plus des aficionados de foot qui te regardent, c'est le monde entier qui te regarde. Le monde entier a vu cette finale de dingue. Le monde entier a été marqué par cette finale de dingue. Le monde entier a vu un affrontement, mais un affrontement de malade. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette finale-là? Ça allait ça va même dans quelque chose de tout ce que j'aime dans le sport là. Je dis, j'étais en larmes pendant le match. Quand je regardais là, j'ai dit, mais les gens ne se rendent pas compte de l'histoire en train de se faire sous nos yeux là. C'est pour ça que les gens me voyaient pleurer, ils me disent, mais tu pleures quoi là et autres et tout, alors que tu ne supportes ni l'un ni l'autre. Non, je pleure parce que je vois l'histoire se faire de moment. Je suis ému quand je vois l'histoire. Et je dis, j'ai la chance de regarder un moment d'histoire comme ça devant mes yeux. Je sais que c'est des conneries qui ne parlent à personne. Vous n'êtes pas sensible à ça parce que les gens, ils regardent seulement, ouais, argent et autres et tout. Mais si vous regardez bien ma chaîne YouTube, vous voyez que je suis sensible à l'histoire dans tous les domaines. Je suis sensible à ces conneries-là. Je sais ce que c'est quand je vois des personnes entrer dans l'histoire. Et quand j'ai vu ce que j'ai vu là, j'étais en train de la larme, j'ai dit merde, on est en train de voir quelqu'un entrer dans l'histoire. On est en train de voir un moment d'histoire, un moment qui sera dans les livres. Et c'est ça qui doit, comment on appelle ça, donner la valeur, comment dire, galvaniser un homme dans sa vie. On me créer un moment d'histoire. L'argent, le truc, oui, je suis d'accord avec tout ça. Mais ça doit servir à pouvoir, à ce qu'on crée une certaine forme de postérité. Et bordel, ces noms-là. Imagine un peu dans 20 ans, un peu, quand Mbappé et Messi vont se rencontrer. Ils vont parler de ça encore. Ils vont parler de ça. Vous vous rendez compte que Mbappé, littéralement, comme je vous dis que Mbappé, il est très grand. Mbappé a littéralement créé une rivalité. Ce mec vient de créer une rivalité entre nations qui n'existait même pas. Mbappé a créé la rivalité France-Argentine maintenant. Il y a une rivalité France-Argentine maintenant. Ça n'existait pas avant.
Avec les deux dernières Coupes du Monde qui sont arrivées là, la 2018, où il y a eu justement le truc France-Argentine de 2018, où il a déjà fait un truc de ouf. Deuxièmement, encore, il fait encore France-Argentine et en finale, un truc de ouf. Il y a une rivalité qui s'est créée. Et ça, là, c'est des moments historiques. C'était deux époques du foot qui s'affrontent. C'est pour ça que j'étais en larmes, j'ai dit, mais c'est deux époques du foot qui sont en train de s'affronter là. Deux visions du foot qui s'affrontent. Le foot de Messi, qui est un peu le foot qui meurt. Le foot traditionnel comme je l'aime, les anciens joueurs du passé et autres et tout. Et le foot de Mbappé, qui est un peu l'héritier de Cristiano Ronaldo, qui continue dans la vision du football moderne. Même si je n'aime pas forcément la vision de foot, en fait, le chemin que Mbappé a pris, marquer la postérité, mais ça m'a marqué comme c'était fabuleux de voir ça. C'était fabuleux de voir ça. C'est-à-dire l'ancien foot que Messi représente, les anciens champions que Messi représente. Quand je voyais cette finale-là, c'est comme si je voyais l'âme de Garincha, l'âme de Zico, l'âme de Zidane, l'âme de Platini, l'âme de truc derrière Messi. C'était le football là que je voyais derrière ça. L'âme de tous ces grands champions du passé là, l'âme de Puskás, l'âme de tous ces grands champions du passé là. Il montait là, le football traditionnel a encore quelque chose à dire. Et puis il y a le football moderne, celle de Cristiano Ronaldo, celle de son héritier. Celui qui porte tous les méandres du football moderne, Mbappé. C'est pour ça que tu voyais les Portugais derrière Mbappé comme ça. Là. Tu voyais beaucoup de gens du football moderne derrière Mbappé. Et c'était beau. C'est beau. C'est une histoire. C'est un moment d'historique du foot qui se passe là. Les gens n'ont pas compris la dimension de cette finale là même. Juste par le truc. Non, c'était un moment. C'était en larmes. J'ai dit merde. C'est pour ça que je regarde le foot. C'est pour des conneries comme ça. C'était beau. Et ça, là, peut-être, ça a ressuscité peut-être le football des nations. Je l'ai dit, hein, il y a mon... Je sais pas si je placerai mon sujet sur Mbappé, mon court sujet que j'ai fait sur Kylian Mbappé est sorti et tout, est sorti. Je l'ai dit, hein, Kylian Mbappé va être un des plus grands champions de l'histoire de ce sport. Il va marquer le football des nations. Il va marquer l'histoire des Coupes du Monde. C'est pas la seule Coupe du Monde qui va marquer. Il y a encore une autre Coupe du Monde qui va marquer. Il ne va pas gagner une coupe sur la Coupe du Monde, il va gagner plus de deux. Peut-être même trois. Il va être peut-être l'un des joueurs les plus importants de l'histoire. Pour moi, il est déjà un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est déjà, avec les deux Coupes du Monde qu'il vient de faire là, il est déjà parmi les 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Ce qui me le fait placer très haut déjà à 25 ans, comme parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Il est déjà parmi les meilleurs joueurs de l'histoire et qui me le fait placer au-dessus de Benzema, au-dessus de Platini qui est mon chouchou et au-dessus de Zidane. Ah, il n'a pas encore de ballon d'or, rien à foutre. C'est pas le ballon d'or qui va valider déjà ça. Et ce n'est qu'une question de temps. Il aura un ballon d'or. Et il n'a même pas besoin d'avoir un ou deux ou trois. Il en a besoin d'avoir juste un seul. Et même s'il n'en a pas, la finale là, ça vaut déjà un ballon d'or. Ça vaut 5 ballons d'or, une finale comme ça. Ça vaut le ballon d'or de Benzema. Ça vaut 3 ballons d'or de Benzema qu'il a gagné en 2022. Bêta avoir fait une finale comme ça et marquer l'histoire comme ça que Benzema là, sachez une chose, dans 20 ans, Benzema, on va l'oublier. Mbappé, dans 20 ans, on l'oubliera pas. Vous voulez mettre le pari si on me donne vie. Dans 20 ans, Benzema va être oublié. On va le connaître comme un champion qui a gagné un ballon d'or en 2022 qui était français. On peut prendre par exemple des mecs comme Stanley Matthews, Kevin Keegan, Oleg Blokin ou Igor Belanov qui sont aussi des vainqueurs de ballon d'or. Comment on les regarde dans l'histoire? Même pas Van Nelved, comment on le regarde dans l'histoire? Oui, ce sont des grands joueurs hein, de l'histoire du foot. Ils méritent d'avoir eu les ballons d'or qu'ils ont eu là. Mais comment l'impact est comment? L'impact est comment? Maradona n'a jamais eu de ballon d'or. Igor Belanov a eu un ballon d'or.
que Nedved a un ballon d'or. Ils ont plus d'impact que Maradona. L'histoire de Benzema a été écrite avec le Real Madrid. Oui, ça le place très haut dans l'histoire du foot, mais ça le réduira toujours à ça, l'histoire du Real Madrid. Il manquera quelque chose. Il manquera quelque chose. Le foot des nations va le manquer. Mbappé est plus grand que lui. Ça, il peut raconter tous les vœux que la Ligue des Champions et le truc. Tu aurais voulu jouer une Coupe du Monde. Mbappé sera pas oublié. Vous comprenez pas les performances comme ça qu'on voit là. Vous projetez pas sur l'histoire. Moi, je décortique l'histoire tout le temps. Et je sais ce que je vois là. Ça, ce qu'on a vu là en décembre de l'année passée, c'est une postérité de malade. Il n'en a pas conscience parce qu'il est encore en train de vivre sa carrière. Mais c'est une postérité de malade qu'il a vécu là. Et j'imagine même pas si Kolo Muani marque son but là. Kolo Muani marque son but là. Oui. C'est-à-dire que, non, là, Mbappé est entré dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Si Kolo Muani marque son but là, je ne sais pas où ça place Mbappé. C'est le meilleur joueur français de toute l'histoire de ce sport-là. On me dit, il n'a pas de ballon. Nada. Fuck you avec votre ballon d'or là. C'est pas le ballon d'or là qui va valider ce que j'ai vu là. Le moment d'histoire que j'ai vu là. Mais Messi est entré vraiment dans... Messi était déjà considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Hein. Certains. Il était déjà considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais avec cette victoire en finale, dans une finale pareille, ça l'a mis dans un truc qui le rend mystique, qui va le rendre mystique pendant de longues années. Maintenant même, si vous remarquez, depuis cette finale-là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous tapez souvent Wikipédia un peu, les réaménagements de Wikipédia. Quand vous tapez maintenant Wikipédia, on ne sort plus Messi avec l'équipe de Barcelone. On sort Messi avec la tenue de l'Argentine maintenant. C'est-à-dire que maintenant, dans ma tête, je vois Messi avec la tenue de l'Argentine depuis cette finale-là. Le truc de Messi, Barcelone et l'Argentine, ça faisait bizarre qu'on le voyait avec la tenue de l'Argentine. C'est fini maintenant. Avec cette finale qu'il a gagnée, il est passé dans quelque chose où maintenant on le voit comme non seulement peut-être même le plus grand joueur de tous les temps, même si pour moi ce n'est pas lui que je mettrais toujours Pelé. Et mon joueur préféré de tous les temps, je vous le savais bien, c'est Johan Cruyff. Pour les raisons que je vous ai déjà citées dessus. Mais ça là, ça l'a mis dans une dimension mystique. Ça l'a mis dans quelque chose de mystique. Ça l'a mis dans toutes les choses que j'aime, ça l'a mis dans une dimension mystique. Ils sont dans une postérité, ces deux-là, qui est absurde. Et ça, c'est la résurrection des footballs des nations. C'est pour ça que j'ai eu les larmes. J'ai dit, merde, le football que je veux voir, pas forcément, il n'y a pas eu le truc en termes de jeu, il n'y a pas eu le truc en termes de trucs, mais le football que je veux voir dans le football des nations, qui devient passionnant pour les gens, que je défends tout le temps, va peut-être ressusciter à cause de cette finale. C'est pour ça que j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, ce que je défends sur le football des nations, là, ça s'est vu en finale. Et voir deux affrontements idéologiques comme ça devant nous, là. Deux affrontements idéologiques de deux types de foot qui s'affrontent. Peut-être que les deux personnes qui sont sur notre photo n'avaient même pas conscience de porter. C'était beau. C'était beau. C'est pour ça que j'ai craqué là. J'étais là, les larmes coulaient comme ça. J'ai dit, mais merci d'avoir encore de me faire voir un moment pareil comme ça. C'est pour des fans hardcore de foot comme moi. Voir ce que j'ai vu là, franchement, j'avais oublié qu'on pouvait encore avoir ça dans le football moderne. C'est pour ça que je porte Kylian Mbappé dans une estime inestimable, même si tu vois un peu la forme dans laquelle il utilise, je ne cesse de le répéter, n'est pas la forme que je valide, mais j'en ai rien à foutre. Le personnage c'est un grand personnage de l'histoire du foot, ce mec-là. C'est le plus grand personnage de l'histoire du foot de ce pays. Il n'y a rien à faire. Même déjà à 25 ans, je le mets déjà à cette dimension-là. Le football des nations, c'est pour ça que je suis impatient de voir ce qui va se passer dans le prochain Euro. Je suis impatient de voir la prochaine Coupe du Monde. Quel est l'impact que cette finale aura
dans les prochaines compétitions internationales. Même la prochaine Copa América m'intéresse. C'est la prochaine Copa América qui amorce un peu l'après-midi et surtout qui prépare une équipe nationale qui me fait peur. L'équipe d'Uruguay de Bielsa. Ce gars-là qui me donne des frissons chaque fois que je le vois avec ses lunettes et sa glacière dans laquelle il s'assoit là. L'homme de Newell's Old Boy là, qui a repris l'équipe de malades d'Uruguay là, qu'il forme là, qui me fait peur pour la prochaine Copa América et surtout pour la prochaine Coupe du Monde, où je les vois arriver en force là. Je suis très curieux de voir cette équipe d'Uruguay. Donc moi j'ai envie de dire à tous les acteurs de ce fabuleux match là, un an après l'anniversaire de ce moment historique du sport, merci. Merci. Et vous avez mérité d'entrer dans la postérité. Et quand bien même Deschamps raconte des bêtises comme il a raconté en fin d'interview il y a un an quand il disait que j'aurais préféré perdre 4-0 parce que comme lui, il n'en a rien à foutre du public. Il dit j'aurais préféré 4-0 que perdre comme ça. J'ai failli casser mon ordinateur quand j'ai entendu ça. J'ai dit voilà pourquoi je déteste ce mec. Je vous dis merci pour le moment que vous nous avez fait vivre. Pour des fans de foot comme moi. Ce que j'ai vu là va peut-être remettre le football des nations au centre de l'intérêt des observateurs du foot actuel. Et rien que pour ça, merci. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.